Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Fils d'ouvrier communiste, Gérard Filoche n'a jamais vu son engagement à gauche faiblir, bien au contraire. À 76 ans, il milite toujours pour plus de justice sociale et des lendemains qui chantent. Étudiant en philosophie et militant du Parti communiste dans les années 60, Gérard Filoche passera par plusieurs mouvements révolutionnaires avant d'adhérer dans les années 90 au Parti socialiste dont il deviendra membre du Conseil national et du Bureau national. Cet ancien inspecteur du travail qui avant cela a exercé une dizaine de différents métiers, moniteur, éducateur, pion, professeur, manutentionnaire, chauffeur-livreur, conducteur de train ou encore facteur, milite depuis 2018 dans les rangs de la gauche démocratique et sociale. Dans cet entretien, Gérard Filoche, toujours très au fait de l'actualité politique, analyse la transformation progressive de la classe ouvrière, s'interroge sur l'action du mouvement syndical et avance des pistes pour comprendre l'effondrement de la gauche et le renoncement de son électorat. Gérard Filoche, quel mot pour vous définir le plus fidèlement ? C'est incontestablement le mot militant. À lui tout seul, il est riche. Rien de grand dans le monde, selon moi, ne s'est fait sans militant. Et donc, c'est le titre que je revendique le plus haut et le plus fort. Ça fait maintenant, je suis habitué, ça fait 60 ans. Hein. J'ai commencé tout petit, comme on dit l'autre, dans les années 62-63, après la guerre d'Algérie. Et je me suis engagé tout de suite à gauche. Et j'ai toujours eu ce souci, c'est mon orgueil, c'est de défendre celui qui est salarié, celui qui bosse, qui crée les richesses et qui n'en reçoit pas la part qu'il mérite. Et quand je constitue mes analyses, quand je réfléchis et quand je formule des idées et une orientation politique, je pars toujours de là. C'est pas de la lecture des journaux ni de ce qui se passe chez les mondains, si je peux me permettre. C'est toujours de qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui sont comme mon père, qui était un ouvrier chaudronnier, menuisier à la SNCF, ou comme ma mère, qui était soignante. Et j'ai une espèce de truc qui est encristé en moi, c'est que c'est toujours de penser du point de vue des deux parents dont je viens de vous parler et de leur vision du monde à eux. J'ai jamais décollé de ce qu'ils vivaient et de ce qu'ils voulaient, de ce à quoi ils aspirent. Et mes émotions, c'est quand je trouve d'autres gens comme eux et c'est ce qui fonde clairement mon action. C'est comme ça avant mai 68, je croyais à mai 68 et depuis mai 68, je crois toujours qu'il y aura un autre mai 68. Qu'est-ce que la classe ouvrière dont vous êtes issu ? J'ai fait un livre qui s'appelle « Salariés si vous saviez », il date de 2006. C'était à l'époque, c'était en réponse avec Strauss-Kahn, qui avait écrit quelque chose comme je ne sais plus quoi, peu importe, le feu et la cendre, ou quelque chose comme ça, une vulgate qui essayait d'expliquer que la classe ouvrière, c'était devenu le salariat et que le salariat était central dans la société, c'était devenu la grande classe moyenne et qu'il avait donc intérêt à ce que le capitalisme marche. Hein, je me souviens bien des indignations que j'avais contre Strauss-Kahn en lisant ça, que le capitalisme marche, fonctionne, parce que comme ça, il redonnait du bon à cette grande classe moyenne. Et de cette façon, Strauss-Kahn, il théorisait, mais ça a été fait par beaucoup d'autres, hein, de la même école de pensée que lui, niait ou constatait la disparition de la classe ouvrière, et il n'était socialiste, disait-il dans son livre, que parce que lui faisait attention à ceux qui étaient exclus de la classe, c'est-à-dire les 10 ou 15% d'exclus de la société, et que ce qui caractérisait selon lui le socialisme du siècle actuel, et c'était de s'intéresser à ces exclus, en faisant marcher la grande société capitaliste pour qu'elle puisse leur redonner des miettes. En gros, j'ai à peine caricaturé sa pensée, mais elle m'avait indigné au point d'écrire le contraire. C'est que, en fait, oui, le salariat est devenu la grande classe sociale de notre époque. Mais il n'a pas intérêt à continuer à être exploité. Il n'a pas d'intérêt à ce que le capitalisme lui pille les fruits de son travail. Il a au contraire intérêt, puisqu'il est devenu massif, central, à prendre le pouvoir et à gérer la société,
pour la majorité et non pas pour la minorité des riches, des possédants et des exploitants. Je faisais remarquer dans ce livre, et je le fais toujours chaque fois que j'ai la possibilité de m'exprimer, qu'en 1910, il y avait 3 millions de salariés. En 1936, au moment du Front populaire, 7 à 8 millions. En 1945, à la Libération, c'est monté jusqu'à 10, 11 millions à peu près. Hein. Et c'était d'ailleurs, les salariés étaient encore minoritaires, c'était 45% de la population, et les indépendants étaient environ 55% des actifs. En 68, on était déjà à 12, 13 millions. Quand en 80, Mitterrand a été élu, il a eu une phrase étonnante qui m'a toujours marqué. Il a dit « c'est la majorité sociologique qui vient de gagner ». Cette phrase lui a été beaucoup reprochée à Mitterrand par tous ceux qui étaient autour de lui et tout ça. Et bien sur ce point-là, je ne dis pas sur les autres, mais sur ce point-là, il avait raison. Le salariat était devenu majoritaire dans le pays et donc il pouvait gagner des élections présidentielles, alors que l'élection présidentielle était faite pour qu'il ne la gagne jamais. Et le salariat a encore augmenté. Il est passé progressivement à 93% des actifs dans les années 90. 93%. Et c'est énorme, énorme. C'est-à-dire, on était 30 millions de salariés. En un siècle, le salariat passe de 3 millions à 30 millions. Et j'inclus toutes les catégories. C'est là que j'ai commencé à ne plus utiliser le mot prolétariat ou le mot classe ouvrière. Parce que j'ai pensé que le point commun qui unissait le salariat, c'était le fait qu'il n'avait que sa force de travail à vendre. Et que ça valait pour l'ingénieur comme pour le balayeur. Et qu'en vérité, le système, celui dont Strauss-Kahn faisait l'apologie, et évidemment toute la droite, tous les libéraux, le système pillait aussi bien l'ingénieur que le balayeur, différemment, mais de la même façon. Et donc, j'ai constitué l'idée que cette force énorme du salariat devait être quelque part la base de la future société socialiste. Vous savez, dans le temps, on parlait, c'était Popren, Jean Popren, il parlait de front de classe. Il fallait faire l'unité de plusieurs classes, les classes moyennes, les classes populaires. J'ai commencé à comprendre que c'était caduc. D'ailleurs, on ne parle plus jamais de front de classe. Parce que le salariat, lui tout seul, est la classe principale, dominée, exploitée, qui n'a que sa force de travail à vendre, mais il est la classe principale. Il y a 23, 24 millions d'actifs, il y a 6 millions de chômeurs, alors que sont devenus les indépendants? Parce qu'on me dit toujours, mais tu oublies les commerçants, tu oublies les libéraux, tu oublies les auto-entrepreneurs ou je ne sais quoi. Alors, c'est vrai que les libéraux existent, ou les indépendants existent toujours. Ils ont même remonté un petit peu dans les 2-3 dernières années, notamment sous Macron, ils ont progressé de 2%. Alors pourquoi? Parce que Macron bloque le salariat, bloque les chômeurs et force les gens à devenir en quelque sorte à leur compte, comme on disait dans le temps, des loueurs de bras, des auto-entrepreneurs, des journaliers, des gens qui sont sans statut. Macron est pour une société sans statut. Et dans son livre, il y a 5 ans, il avait appelé à une société post-salariale. Donc il y a une lutte des libéraux, et ce n'est pas qu'en France, pour faire reculer le salariat qui n'a cessé de progresser depuis 100 ans. C'est la même chose dans le monde. Hein. L'Organisation internationale du travail dit qu'il y a 1 milliard de salariés de plus dans les 30 dernières années. Le salariat dans le monde, hein, on parle de l'Inde, de la Chine, du Brésil, est devenu majoritaire en salariat. 54% des actifs sont salariés. Et en France, il y a une lutte du patronat, des libéraux, de la droite, pour faire reculer le salariat. D'où la casse du Code du travail depuis 20 ans, 25 ans, d'où la casse des retraites, d'où la casse des cotisations sociales et de la Sécu, d'où le recul des droits syndicaux et la remise en cause du statut de salarié. La mode, c'est de dire je suis indépendant. Sauf que le seul résultat, aujourd'hui, c'est que si ça fait reprogresser un petit peu les indépendants et qu'ils ont monté de 8 à 10 et à 12% dans les toutes dernières années, et que le salariat a reculé de 93% des actifs à 90%
et aujourd'hui il est à 88, c'est là que se situe la lutte des droits passés et du futur. Est-ce qu'il y a des droits ou plus des droits? Est-ce qu'il y a un statut ou plus un statut? Est-ce que le salariat va être ubérisé ou pas? Et si on écoute bien les luttes sociales et les luttes de classe depuis un peu plus d'une décennie, c'est exactement ça l'enjeu. Et évidemment, il y a 5,3% de pauvres en dessous du seuil de pauvreté chez les salariés, mais maintenant il y en a 16,6%, c'est énorme, chez les indépendants. Et en fait, c'est comment les frontières d'autodéfense face à l'exploitation existent, sont mises en cause. Et donc, j'utilise tout le temps le mot salariat maintenant. Alors, les gens me disent, c'est pas beau, les gens comprennent pas. Si. Il faut comprendre que l'ingénieur et le balayeur ont les mêmes intérêts. Avez-vous connu ce sentiment de fierté ouvrière? Je connais ça par cœur. J'ai moi-même été ouvrier du livre pendant un peu plus de 2 ans. Alors, je peux vous dire que chez les ouvriers du livre, la notion de fierté, héritée d'ailleurs des correcteurs aussi bien que des typos, et moi j'étais ficeleur à la sortie des journaux, elle était très forte, c'était quasiment même corporatiste. Hein. Et la fierté des cheminots, je suis fils de cheminot, je vous l'ai dit, je l'ai partagée également. Et la fierté des soignants, mon épouse étant infirmière, je l'ai partagée également. C'est-à-dire que ça, ce que vous dites est vrai, fondamentalement vrai. Je suis allé une fois, on m'avait emmené à Arcelor, à Florange, et je voyais les ouvriers, ils étaient en bleu extrêmement propre devant les ordinateurs qui commandaient le coulage des métaux. Et des rails de fonte liquide et d'acier liquide qui allaient devenir ces métaux. Et je regardais, eux, ils étaient mais absolument propres. Ils étaient même, quand ils descendaient, il y en avait très peu d'ailleurs, ils avaient des uniformes complets avec des casques, ils étaient protégés. On avait l'impression d'une sorte de hiérarchie ouvrière, de classe, pas de classe, je crois que je dis ce mot, de partie supérieure de la classe ouvrière. Et après, quand j'étais inspecteur du travail, j'ai dû visiter 9000 entreprises environ. Quand j'allais dans un McDonald's, je voyais les mômes qui se brûlaient avec les huiles en rattrapant le steak haché du four ou qui glissaient sur les huiles sur le sol et qui avaient un salaire au SMIC. Et je me disais, donc, les employés sont moins bien que les ouvriers d'hier. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, il fallait vraiment essayer d'avoir une pensée globale sur le salariat. Parce que la différence entre col bleu et col blanc, comme on disait dans le temps, elle est morte. Dans le temps, le col blanc, c'est celui qui était dans le bureau avec ses manches de lustrine, et le col bleu, c'était celui qui était dans le cambouis en bas dans l'atelier. Ça, c'est plus vrai. Il y a des chassés-croisés qui sont dus aux recompositions des métiers. Et maintenant, on arrive à avoir des employés qui gagnent moins que des ouvriers qui gagnent plus que les employés. Alors, est-ce que ça a tiré tout le monde vers le bas? Oui. Tout le monde a été tiré vers le bas, je dirais, dans les 20-30 dernières années. Parce qu'en fait, les salaires se sont tassés. J'observais qu'en mai 68, l'écart des salaires, selon une méthode statistique où on écarte les extrêmes, mais la masse des salaires, l'écart des salaires était de 1 à 6. Aujourd'hui, pour la grande masse des salariés, il est de 1 à 2,3. Les salaires se sont compactés. Je ne parle pas des riches salaires, je ne parle pas des 1 ou 2%, je parle des 98% des salaires. Et aujourd'hui, le salaire médian est à 1 780 €. Il est pratiquement 98% des salariés gagnent moins de 3 200. En fait, le salariat par-dessus ces différences, mais il ne le sait pas. Mais le salariat, malgré ces différences, s'est compacté. Et aussi sa culture. Ce qui fait que parfois, quand on parle de la culture des gens du livre ou des cheminots, on a l'impression de parler effectivement de vieille classe ouvrière. Et il y a une partie de la propagande libérale qui s'appuie là-dessus, qui dit la classe ouvrière est disparue. C'est pas vrai. Il y a encore 6 millions d'ouvriers et 2 millions d'ouvriers d'industrie. 4 millions d'ouvriers
d'entretien, disons, et 2 millions d'industrie. 6 millions. Mais c'est vrai que la partie ouvrière proprement dite est plus petite. C'est-à-dire que c'est 6 millions sur à peu près 23 millions. Donc le reste, c'est les employés de toutes sortes. Mais les employés sont très prolétarisés, pour reprendre le mot que je ne voulais plus utiliser. Et les cadres, c'est pareil. Alors parfois on dit, mais les cadres, eux, ils se sentent plus, c'est les cadres supérieurs. Non, 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 non. Il y a à peine 0,5, 0,8% des cadres qui sont des cadres supérieurs. Alors, il y a beaucoup de cadres qui se croient supérieurs, c'est un tout autre sujet. Mais ils sont de droit commun. Et donc, ils gagnent à peine plus, ou ils gagnent plus, parce qu'on n'en vit pas de la même façon à 900, à 1800 et à 3000 euros. Mais ils gagnent à peine plus et ils sont très salarisés. Le salarié est plus fort et plus homogène que ce qu'on croit. Et il y a beaucoup de gens là, dans les propagandes et même dans les théories qui nient ça. Par exemple, je suis exaspéré quand j'entends des politiques aussi de gauche qui disent les classes populaires. Pourquoi les classes populaires? Interrogez-les. Ils ne savent pas vous les nommer, ils mettent un pluriel, mais ils ne savent pas vous dire combien il y en a. Ils ne savent pas à quoi ça correspond. Il y en a d'autres qui vous disent les classes moyennes. Même réaction. Qu'est-ce que c'est les classes moyennes? Vous avez des sociologues qui ont fini comme moi par constater qu'il n'y avait pas de classe moyenne. Il y avait les 88% de salariés entre 900 et 3200 euros, et au-dessus, il y avait des libéraux, des indépendants, des médecins, des commerçants, des gros agriculteurs, des patrons, 1 200 000 patrons, qu'on peut à peine caractériser de classe moyenne. Ils sont déjà dans la classe supérieure dominante. Et donc, pour moi, ça simplifie, si vous me suivez bien, la lutte des classes. C'est facile. Une grande classe qui a des droits et qui les défend, et dont les droits préfigurent l'avenir, le socialisme, et une petite classe plus indépendante, plus furieuse, plus rapace, plus contradictoire, qui essaie de tirer et de retirer de façon maximale tous les profits du travail. Pourquoi la gauche et les syndicats n'ont-ils pas su préserver l'unité de la classe ouvrière? Moi, je crois. Alors, je ne veux pas jeter la pierre aux syndicats, hein, surtout pas le mien. Moi, je suis historiquement à la CGT depuis 1963. Alors, ça fait 60 ans. Bon, sans syndicat, nous ne sommes rien. Et la même question se pose pour les syndicats que pour la gauche politique. Il faut qu'ils soient unis pour pouvoir l'emporter face au patronat. Quand ils sont divisés et affaiblis, ils sont victimes de la chasse aux sorcières et ils ne peuvent plus défendre les droits des salariés. Mais est-ce qu'il y a eu des incompréhensions ou comme vous me demandez, un ratage quelque part? Oui. À mes yeux, le ratage, il est qu'une partie des syndicats sont restés basés, comment dirais-je, sur la culture ouvriériste. Hein, c'est-à-dire, on défend les vieux durs à cuire des ouvriers, les acquis des gros bastions. Ça a duré plus longtemps, alors que la transformation même du salariat, comme je vous décrivais avant, s'opérait. Et j'ai souvent discuté, j'ai dit, mais remplacez donc bien le vocabulaire avec salariat. Prenez bien la compréhension de l'ensemble des salariés. Appelez-les à défendre leurs intérêts communs. Alors on me répond, mais non, c'est pas vrai, ils sont pas communs, ils se comprennent pas, les gens n'ont pas conscience, etc. Mais oui, c'est vrai, les gens n'ont pas conscience d'être dans une grande classe majoritaire. Mais le rôle du syndicat, c'est de leur faire prendre conscience. Et c'est peut-être là qu'il y a eu le ratage. Parce que tirailler du point de vue idéologique entre un ouvriérisme, une certaine forme de conservatisme et une non-adaptation à la transformation du salariat tel qu'il est et à la force nouvelle et plus grande qu'il constitue, je crois que là, il y a un ratage idéologique. Par exemple, j'aime bien mes amis de lutte ouvrière. Ce sont des militants absolument dévoués, et là non plus, mais eux, ils sont fixés sur l'ouvrier, j'allais dire, des années 50, 60, 70. Et ils ont un mal fou à expliquer qu'il faut s'adresser à tout le salariat. Ça n'est pas leur culture. Mais c'est comme si ceci n'était pas propre à la lutte ouvrière. C'est propre à des secteurs de la CGT, de force ouvrière. Et quant à la CFDT,
c'est l'inverse. Ils ont baladé, ils ont viré tout ça. Ils ont tout viré idéologiquement. Et donc, en vérité, ils sont sur cette position de Strauss-Kahn, de dire, bon, le grand salariat, c'est la grande classe moyenne. La grande classe moyenne a intérêt à ce que le capitalisme marche. À l'intérieur de ce capitalisme, il ne nous reste plus qu'à défendre les intérêts de ceux qui sont les plus lésés ou les plus discriminés. Et si vous écoutez ce que je viens de dire, vous avez l'idéologie de Laurent Berger. Si vous écoutez ce que j'ai dit précédemment, vous avez une idéologie autour de Philippe Martinez, que j'aime beaucoup, mais qui est teintée encore d'ouvriérisme et qui, par exemple, ne sait pas travailler avec l'UGIC, les cadres, ou qui ne sait pas traiter d'un point de vue global tous ceux qui sont les petits du salariat. Et là, ce qui se passe, quand vous me disiez, mais comment se réhabilitent ou pas les gens qui sont... Je trouve qu'elle travaille, par exemple, de François Ruffin, que j'adore et que j'ai fait moi-même, d'ailleurs, tout le temps où j'étais inspecteur du travail, où j'écrivais les carnets, l'inspecteur du travail, etc. C'est-à-dire tous ceux qui sont, comment il avait dit Macron, en première ligne, hein, du chauffeur-livreur à la femme de ménage, du précaire, aux gardiens des services de gardiennage, tous ceux qui ont ces boulots-là qui sont ni ouvriers ni employés, mais qui sont à coup sûr précarisés, etc., mais sans lesquels la société ne fonctionne pas. Ils sont atomisés. Et le grand idée, je constate que ça se fait avec les femmes de ménage, par exemple, des hôtels et des grands hôtels à Paris, que ça s'est fait avec, au travers des gilets jaunes, parce qu'une partie d'entre eux était de cette catégorie de la population un peu isolée, un peu à la recherche de boulots différents, intérim, tout ça, et qui n'étaient pas insérés dans le salariat complètement. Et donc là, ça bouge. Et c'est un des grands espoirs, parce que quand ça bouge, ça les met au niveau du reste du salariat. Et à partir de ce moment-là, une unité dynamique peut se faire qui permette au salariat de prendre le pouvoir. Là, je vais vite, hein, en résumant. Sois le plus rouge possible, mon garçon, tu blanchiras bien assez tôt. Que vous inspire ce conseil? C'est mon beau-père, il s'appelait Marcel de Toulec. Il était de Breton et il était pour la séparation de l'Église et l'État, je peux vous le dire. Et que c'est à peu près de ce moment-là, c'est-à-dire contre les radicaux qui existaient encore mais qui flanchaient et qui ont gouverné finalement la Troisième République, et les socialistes de Jaurès, qui était en train, en 1905, c'était le congrès du Globe, c'était le moment. Il faudrait refaire un congrès du Globe d'ailleurs aujourd'hui. Hein. C'était le moment où Jaurès regroupait les différents groupes de gauche, il y en avait une douzaine, pour faire naître le Parti socialiste en 1905. C'était là que cette formule a été utilisée pour la première fois. Et Marcel de Toulec, il l'avait entendu pour la première fois. C'était en fait, plus tard, il était à Verdun, il a survécu. Plus tard, il était bête humaine, il conduisait les machines locomotives à vapeur. Plus tard, il était résistant. Il a eu sa retraite à 50 ans et il est décédé à 97 ans. Et il me disait pratiquement ça tous les jours. Sois le plus rouge possible. Sois le plus rouge possible. Est-ce le destin des gens de gauche d'un jour changer de camp? Moi, je suis une butte témoin du non-changement, quoi. Je dirais que le temps qui passe me rend plus révolutionnaire chaque jour. Donc, ça ne me. Par contre, ce que j'ai compris avec le temps, parce que j'ai été militant activiste et gauchiste au tout début, c'est qu'il n'y avait pas de clivage, le mot est important, a priori, entre réformistes et révolutionnaires. Mai 68, tout le monde était dans le coup, réformiste ou et révolutionnaire. En fait, le clivage entre réformistes et révolutionnaires, il ne se fait, si j'ose dire, que dans la dernière ligne droite, dans les derniers kilomètres de la course. À ce moment-là, les révolutionnaires soit prouvent qu'ils sont capables de faire la révolution, soit ça ne marche pas. Mais il faut être lié avec les réformistes, qu'on appelle réformistes, c'est-à-dire les gens qui, à juste titre, défendent leur croûte. Hein. Le socialiste, ça vient du ventre. Hein. Le socialiste, c'est matériel. Je me plais toujours à dire que à la Révolution française, il y avait ceux qui parlaient de la République à Paris, mais celles qui ont fait la Révolution, c'est celles qui sont allées chercher le pain à Versailles. Et sans les marches de la faim et les soulèvements de ceux qui ont pris la Bastille, parce que si vous avez lu le livre d'Éric Vuillard qui s'appelle 14 juillet, et qui est une enquête faite sur ceux qui ont pris la Bastille, sociologiquement de l'époque.
Alors c'était facile de le savoir parce que vers 93, il y a eu une fête de l'être suprême, ils ont célébré l'anniversaire du 14 juillet 89 et ils ont proposé une prime et une médaille à tous ceux qui venaient les voir et qui racontaient leur part dans la prise de la Bastille. Et ainsi, il y a une liste complète, enfin complète, sûrement plus encore, de tous ceux qui ont participé, même un peu, même de loin, même un jour, même une heure. Et c'est ceux qui étaient appelés à devenir les membres des sections révolutionnaires plus tard et à devenir plus tard les ouvriers, en vérité. Et donc, c'est à ce moment-là que ça bouge. Mais ces gens-là, quand ils bougent, ils sont ni réformistes ni révolutionnaires. Ils sont les deux à la fois. Ils ne pensent pas à la révolution, mais ils volent du pain. Quelque part, les bolcheviks étaient pareils. Ils n'ont pas fait la révolution contre le tsar pour avoir une révolution. Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient la paix, le pain et la terre. Et ils ont même viré le gars Kerensky qui ne faisait pas la paix alors qu'il avait promis de la faire. Et c'est comme ça que les gens évoluent. Ils évoluent à partir de questions matérielles. Ils font une transition entre la lutte pour les revendications que le capitalisme engendre et le fait que le capitalisme n'étant pas capable de leur donner satisfaction, ils se mettent en mouvement pour remettre en cause le système. C'est ce mécanisme-là qu'il y a entre réformisme et révolution. Ce qui fait que je suis indulgent avec les gens qui changent de position selon le moment de leur vie, de leurs espoirs, ou la place qu'ils ont, etc. Faut parler à tout le monde de la même façon. Faut pas croire qu'il faut construire un pôle radical qui ensuite va attirer les réformistes. Non, faut construire un grand pôle commun de la gauche, de toute la gauche, réformiste et révolutionnaire, et que les meilleurs gagnent. Dans ce cas-là, je m'inscris pour les révolutionnaires. Le vote populaire nourrit depuis des années l'extrême droite. Que doit faire la gauche pour redevenir le porte-voix du peuple ? Permettez-moi de ne pas partager cette analyse. Je pense qu'il y a toujours eu, dans le salariat, quand il était 3 millions ou quand il est 30 millions de membres, il y a toujours eu une partie du salariat qui votait à droite. Je veux dire pour le curé, pour notre bon maître, pour le bon patron, et qui ne voyaient pas leurs intérêts. En gros, depuis un siècle, c'est toujours à peu près autour de 30% du salariat qui vote à droite. Et je dirais que ce qui s'est produit, c'est au sein de cette partie-là du salariat, une radicalisation contre les chefs de la droite qui les a amenés à aller à l'extrême droite. Mais le cœur du salariat, j'allais dire sa majorité, c'est plutôt 50 à 70%. Ils votent toujours à gauche. Il n'y a pas eu tant de passage que ça de gauche à droite. Par contre, dans ce cœur-là, dans ces 50-70%, quand la gauche trahit, parce qu'il faut prendre les mots comme ils sont, hein, ils ne votent plus. C'est ce qui est arrivé avec Hollande. Quand même, l'apogée de la gauche et du salariat, et c'est quand même le vote sur lequel on doit réfléchir le plus, c'est 2012. Parce qu'en 2012, la gauche a tout dans le pays. C'est la première fois que ça arrive depuis 200 ans. C'est donc pas que ça va à droite, ça va à gauche. La gauche a 2 villes sur 3, 70% des départements sur 101, quoi. Elle a 20 régions sur 22, elle a l'Assemblée nationale, et elle gagne même, au début de 2012, elle gagne même la majorité au Sénat, ce qui n'est jamais arrivé pendant 200 ans. Donc en 2012, la gauche, le salariat, la majorité du salariat vote à gauche. D'accord. Ça, c'est un des moments indéniables. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Hollande trahit tout ça. Au lieu de donner de l'argent au salariat, il donne de l'argent au patronat. Au lieu de donner satisfaction aux exigences du salariat, il donne satisfaction aux exigences du patronat, il casse le code du travail. Et donc, les gens ne votent plus, très rapidement. Ce qui prouve d'ailleurs ce qu'ils attendaient, le Hollande. Ils attendaient qu'il leur donne satisfaction, et dès qu'ils ont vu que ce n'était pas le cas, ils ont reflué vers l'abstention. C'est l'abstention qui l'a emporté au municipal de 2014. Ce n'est pas le basculement à droite. Et quand Hollande, après les municipales de 2014, nomme Valls
en guise de réponse, pour la première fois, Le Pen est en tête aux européennes qui suivent. Les gens ne sont pas bêtes. Ils disent, moi, je vote à gauche, je suis de gauche, etc. Et j'ai lu un type à gauche qui me promet qu'il va s'attaquer à la finance, il ne le fait pas. Je ne vote plus. Donc, l'essentiel de l'effondrement se fait vers l'abstention, ce qui va se confirmer dans les élections suivantes, sénatoriales, départementales, régionales. On va voir l'abstention à gauche grandir. Mais ce n'est pas forcément un basculement vers la droite. La droite apparaît plus forte, elle glisse vers l'extrême droite, qui prend la tête, et il y a une abstention derrière. Ce n'est pas le. Alors évidemment, du point de vue médiatique, on dit ben voilà, en fait, c'est passé de gauche à droite. Je ne crois pas ça. Je crois que la description et le mécanisme que je viens de vous décrire rend compte davantage de ça. Et en vérité, même aux dernières élections présidentielles que nous venons de vivre, c'est aussi un peu ça. Hein. Les gens ont cherché désespérément une issue en votant Mélenchon à gauche. Et puis après, la droite s'est partagée parce qu'elle occupe le terrain depuis que la gauche n'a plus de direction, est divisée, paye le prix de ce qui s'est passé avec Hollande, etc. Bon, la droite et l'extrême droite ont pris le devant avec leur propre base, pas avec une conquête de voix tant que ça. Hein. Je fais toujours remarquer, j'avais compris ça, moi. Je vais remonter pour ceux qui m'écoutent là, à 1993. Quand la droite avait gagné en 1993, elle avait gagné avec moins de voix en nombre absolu que ce qu'elle avait en 1981 quand elle avait perdu. Ça décrit bien ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que c'est l'effondrement à gauche par l'abstention et le découragement. Mais les gens, dans la majorité, ne perdent pas le bon sens. Ils ne sont pas complètement désespérés. Et si y a l'unité de la gauche, il y a un espoir, simplement un espoir qui ressurgit, ils reviendront tous voter. Faut-il admettre que la gauche connaît actuellement un problème de représentation, de leadership? Oui, mais comment dire? Le système est pipoté à cause du présidentialisme. Le présidentialisme est vraiment l'élection la plus écœurante qu'on puisse avoir. Ça consiste à personnaliser la politique pour dépolitiser les personnes. Quand il faut choisir sur un nom, la discussion devient intenable. Quel est son humeur, quelle est sa cravate, comment il vit, etc. Le présidentialisme, c'est antidémocratique en essence, en soi-même. Et réunir 47 millions d'électeurs pour élire un type, parce que c'est un type, hein, c'est incroyablement archaïque. Une démocratie moderne ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Elle doit fonctionner avec une Assemblée nationale pluraliste, souveraine. Du coup, ça reflète toutes les sensibilités de la gauche si c'est la gauche qui gagne, ou même de la droite si c'est la droite qui gagne. Une Assemblée nationale est plus démocratique qu'un bonhomme. Après, on est obligé d'étudier, c'est ce qui se fait en ce moment où je vous parle, là. Si Macron va de travers pour appeler un tel comme baba. Enfin, c'est une vision royaliste, passéiste, et puis archaïque au sens où, de toute façon, n'importe quel type ne peut pas le faire. Donc c'est vrai qu'il y a un problème du coup de personnalité due au présidentialisme et aux écuries qu'il faut faire pour gagner la présidence, pour renverser la situation et faire une autre république. Moi, je suis pour une 6e république et mettre bas le présidentialisme totalement et avoir un pouvoir d'assemblée. Je suis même pour plusieurs assemblées parce que il y a une assemblée pour le budget de l'État, régalien et tout son fonctionnement. Il devrait y avoir une assemblée sociale pour les 850 milliards de la sécurité sociale et des cotisations. C'est un budget qui est 1,5 fois plus important que le budget de l'État et il devrait lui-même être géré démocratiquement. Une assemblée pour gérer chaque budget. Le reste des assemblées, c'est pour les collectivités territoriales. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 500 milliards pour l'État, à peu près 250-300 milliards pour les collectivités territoriales et 800-850 milliards pour la caisse sociale, quoi, inclus les retraites. Donc il faut que ça soit géré ça démocratiquement. Il faudrait que les institutions correspondent à ce réel budget
tel que je viens de le rappeler. Et à ce moment-là, ça changerait le climat politique, parce que vous avez raison, c'est pas une question de... Enfin, c'est peut-être les leaders qui sont pas à la hauteur, c'est surtout le système qui ne permet pas que ce soit le maillage territorial, la population à la base, le salariat à la base qui dirige. Hein, c'est un système pyramidal, la Ve République. Il nous faut une Sixième République inversée, c'est-à-dire que ce soit le pouvoir à tout ce qui est associatif, collectif, régional, etc. Et là, ça permettra à plein de femmes et d'hommes de s'épanouir et de se révéler. Comment redonner du contenu au débat politique porté par les médias, qui est souvent critiqué pour sa pauvreté, son manque de hauteur et parfois sa partialité? Oui et non. Oui, parce que 95% des médias, comme on dit tous, sont entre les mains de 8 ou 9 milliardaires qui décident un jour de vous faire parler, un jour de plus de vous faire taire, et qui organisent quand même cette confusion à leur avantage, quoi, hein. Oui, de ce point de vue, et ça aide à noyer tout, et la puissance grandissante des réseaux sociaux ne peut pas contrecarrer la puissance de TF1, de BFM, de ces grandes concentrations et de ces grands moyens de domination des gens sur leurs idées. Mais en même temps, non, parce on est comme, pour ce qui est de la France, par exemple, on reste dans un des pays les plus politisés au monde, un des pays où à table, les gens parlent politique plus que partout ailleurs. Parce que les grandes questions simples, les gens s'en emparent. Je prends l'exemple de la retraite à 60 ou 65 ans aujourd'hui. Les gens comprennent qu'on se fait escroquer quand il est question de 65 ans. J'ai entendu François Hollande dire qu'on ne pouvait pas payer la retraite à 60 ans et que si on voulait faire la retraite à 60 ans, c'était le reniement de toute l'histoire du socialisme. Enfin, qu'est-ce qu'a fait la retraite à 60 ans? François Mitterrand et Pierre Mauroy ont passé un accord avec le Parti communiste et ça serait plus possible aujourd'hui de le faire avec LFI et Mélenchon. Les gens comprennent ça. Les gens sont favorables. Entre 70 et 80% des gens sont contre la retraite à 65 ans et 70 pour la retraite à 60 ans. Donc en vérité, il y a plein de gens qui s'engagent, qui sont engagés, avec lesquels on discute et qui ont une idée là-dessus. Quand les idées qui sont posées sont simples. L'augmentation des salaires, tous les gens veulent, pas parce que c'est démagogique ou autre chose, mais parce qu'ils sentent bien qu'ils ont été frustrés depuis 30 ans en matière de salaire, hein. Les profits ont gagné 10 points, les salaires ont perdu 10 points. C'est aussi simple que ça, ce qui s'est passé en 20 ou 30 ans. Donc sur les salaires, c'est une question. C'est pas parce qu'on vous donne une prime de 100 euros. D'ailleurs, c'est extraordinaire. On est dans un pays libéral et le président décide de donner une prime de 100 euros, un chèque, à 28 millions de personnes. C'est plus les patrons qui vous payent, c'est l'État qui paye à la place des patrons avec les impôts que vous lui donnez. Ah, dites donc, quelle trouvaille en matière de fonctionnement. Et alors qu'il faut augmenter les salaires. Les salaires, c'est net et brut. C'est ce qu'on touche tout de suite en net et ce qu'on a sur la vie en brut avec la retraite et puis la maladie et puis le chômage et puis la famille et puis le logement et tout ça. Les gens comprennent ça. Moi, j'ai fait des centaines et des centaines de réunions. Je raconte ça dans mon livre parce que je viens de sortir un gros livre qui raconte les 25 dernières années. Je suis un âge, 76 ans, où, paraît-il, mon éditeur m'a dit il faut écrire vos mémoires. Alors, je les ai écrites. J'ai raconté tout ce qui s'était passé. Et ben, les grandes idées, elles ont traversé le pays. Dans mon livre, il va de 1994 à 2018. Il s'appelle tome 2, mai 68, Histoire sans fin, année PS. Eh bien, dans mon livre, je raconte quoi? Je raconte que novembre-décembre 95, Alain Juppé n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Je raconte que Chirac voulait l'austérité pour passer à l'euro, et ben, il a été battu et c'est Jospin qui a été élu. Je raconte quoi? Je raconte que les 35 heures sans perte de salaire, c'est la loi la plus avancée au monde. Elle l'est toujours. Ils ont voulu mener la guerre contre cette loi, ils la sabotent, ils la torturent de tous les sens, mais elle est toujours là. Je raconte quoi après qu'il y a eu la discussion sur le traité constitutionnel européen? Eh ben, le nom qui l'a emporté, c'était un nom de gauche. Il n'était pas anti-européen, il était anticapitaliste. Et après, je raconte quoi? Que sur les retraites, Sarkozy a été brutal. Et ben, Hollande a été élu. Et puis Hollande n'a pas écouté ceux qui l'avaient élu, et ben, il a été battu. Donc en fait, la recherche des gens, je la décris au travers de toutes ces années
dans mon livre, et je pense que cette recherche-là est fondamentale, celle du salariat, celle du social, celle du partage des richesses, et celle d'une autre société que celle qui, aujourd'hui, nous opprime et nous exploite. Vous avez subi, il y a quelques mois, la violence et le jugement des réseaux sociaux. Comment avez-vous réagi face à ces assauts ? C'est le sort des militants, on se fait attaquer quand on milite. Et moi, je me suis fait attaquer 4 fois, j'ai eu 4 procès. Un premier procès, j'avais fait, c'est en 99, j'étais sur la liste européenne du Parti socialiste, j'avais dit en Seine-et-Marne, le patronat, les entreprises, le patronat sabote l'application des 35 heures. Le MEDEF m'a poursuivi pour démoraliser les entreprises. J'ai gagné le procès, ils ont été condamnés à 10 000 francs, c'était encore à l'époque, pour abus du droit d'ester en justice. La deuxième fois, j'avais fait ma revue, s'appelle Démocratie et Socialisme. Elle existe depuis 30 ans, j'en suis très fier. Elle n'est faite que par des bénévoles et elle a toujours illustré l'orientation politique que je défendais. Démocratie et Socialisme avait fait une une avec le portrait de Kessler, Denis Kessler, et avec « C'est l'ennemi public numéro 1 ». Et il y avait une cible à côté. Il avait dit « Ouais, vous appelez à me tuer, etc. » Je m'étais défendu devant le tribunal en disant que Kessler avait dit qu'il fallait des tueurs à la tête du patronat contre les 35 heures. J'ai gagné le deuxième procès. Ils ont été condamnés une deuxième fois pour abus du droit d'ester en justice à 40 000 francs, je crois encore à l'époque. Je me rappelle parce que Mélenchon et Lindemann étaient dans le tribunal et me soutenaient. Bon, bref. Troisième fois, j'ai eu un patron qui a dit que j'avais empêché un comité entreprise de fonctionner, entrave un comité entreprise. Là, je ne vous la raconte pas, mais j'ai écrit un roman policier qui va reprendre ça, c'est mon 3e tome, bon, peu importe, où c'est l'inspecteur du travail qui est le héros. Mais il y a eu 14 procédures. J'ai gagné les 14 procédures. Ma direction ne m'avait pas soutenu. Elle a été obligée de payer à la fin pour la protection fonctionnelle. 3e procès. Et le 4e procès, il y a un jour, j'ai fait un tweet rapide où j'avais pas vu le double fond. C'était contre Macron, et il y avait un double fond qui était très obscur à mes yeux à ce moment-là, où il y avait des images qui se sont révélées être Attali, Rothschild, enfin un truc antisémite. Bon, moi, mon fils m'appelle à peine 40 minutes après, elle me dit rien, t'as pas regardé le double. Oh merde, je retire. Trop tard. Ils s'étaient tous précipités. Le tweet était 40 minutes en place. Ils se sont tous précipités pour me traiter d'antisémite sur tous les réseaux sociaux. Même madame, comment elle s'appelle, la Saint-Cric, au journal télévisé, qui n'a dû parler qu'une seule fois dans sa vie de moi, et dans ma vie aussi, elle a trouvé le moyen d'expliquer ça, c'est au journal télévisé, le genre de truc. Ce qui fait que ça fait un barouf pas possible. Alors, il y a eu un procès. Il y a 9 associations, genre, je ne sais plus quoi, le CRIF, la LICRA, tout ça, qui se sont dit, ouais, il est antisémite. Et ça a duré quelques mois. Il y a eu un procès au tribunal. Ils étaient 9 en partie civile. Au cours du procès, le parquet a demandé au juge de ne plus me poursuivre, ce qui est quand même assez rare, en disant que c'était vraiment, ça tenait pas debout. Et le juge m'a relaxé totalement. Comme dit mon avocat, Maître Tricot, c'était triomphal comme victoire. Mais ils n'ont pas fait autant de barouf dans les médias pour annoncer que j'étais relax et que j'avais gagné triomphalement que ce qu'ils avaient fait pour essayer de me mettre en cause. Et la mise en cause venait d'un gars du PS qui s'appelle Rachid Temal. Je dis toujours son nom parce que je me suis toujours dit que bien qu'il était au PS, c'était vraiment un stalinien. J'aurais été sous Staline, j'aurais pris une balle dans la nuque de sa part. Et c'est ce qu'il avait essayé de faire. Mais la balle ne m'a pas atteint.